Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. En ce lundi 28 juin 2010, nous célébrons ce soir le titre de champion de France du rugby club Nîmes-Gard qui s'est nettement imposé hier 23-10 face à l'équipe de Beaurepaire lors de la finale du championnat de France de Fédéral 2B sur la pelouse du stade de l'Hippodrome Montélimar. L'équipe dirigée par Fabien Hinderschit confirme ainsi une saison remarquable sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir d'ici la fin de cette édition. Un titre de champion de France déjà matérialisé par ce magnifique bouclier présent ce soir sur ce plateau et déjà au cœur de bien des attentions. Vous l'avez vu par les membres du rugby club Nîmes-Gard. C'est en effet le 4e trophée remporté dans l'histoire de la formation. On va y revenir ce soir et dans quelques instants avec nos invités que nous saluons d'ores et déjà. Fabien Hinderschit, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Mathieu Grimal. Bonsoir. 3 carrières du RCNG. D'autres de vos collègues sont autour de vous pour célébrer ce titre et montrer ce bien beau bouclier d'un mot d'un seul. Fabien Hinderschit, avant de développer plus largement cette victoire, quel est le sentiment général qui entoure l'équipe moins de 24 heures après cette victoire en finale? C'est extraordinaire, c'est une fin d'aventure, fin de parcours extraordinaire pour tout un groupe. Voilà. En 2 mots. Satisfaction de la victoire au niveau du terrain, Mathieu Grimal aussi, vous le partagez ce sentiment? C'est ouais, de 2 saisons de travail, de joie, de peine qui se concrétisent sur un moment qui nous réunira pour toute notre vie, donc c'est une grosse satisfaction. Allez, on aura l'occasion de revenir sur cette victoire en toute fin d'édition. En tout cas, une équipe qui prépare d'ores et déjà l'avenir. Je veux parler de l'équipe 1 du RCNG avec pour la saison 2010-2011 la présentation de nouvelles recrues. C'est en effet ce matin que le club a fait signer 2 joueurs qui vont intégrer l'effectif dirigé par Jérémy Valls et Pierre Tachela. Il s'agit d'Olivier Diomandé, de retour à Nîmes après 10 années d'absence, mais également du 3e ligne centre néo-zélandais Daniel Farani, qui a fait les beaux jours du Sporting Club Albigeois. 2 joueurs qui vont ainsi enrichir l'effectif qui va évoluer, vous le savez, la saison prochaine en Fédéral 2 et que nous avons rencontrés ce matin au moment de la signature des joueurs. Je vous propose de les écouter au micro d'Alain Mellon. Je suis passé par le club de Nîmes il y a à peu près 12 ans. C'est un club qui m'a permis ensuite de faire une carrière professionnelle parce qu'il m'a permis de me donner ma première chance. Et donc, quoi qu'il arrivait, le fait de revenir à Nîmes était quelque chose de préparé depuis très très longtemps. Et puis la saison là au Racing où c'est que j'étais s'est très bien déroulée sur la fin et c'était le bon moment pour arrêter le rugby pro et revenir au club de Nîmes. C'est le but aussi d'avoir la possibilité de faire profiter les jeunes, le club en général sur la possibilité de faire évoluer tout ça, quoi. Donc je me suis engagé pour cette année et puis après on verra comment ça se passera. Mais bon, le but est de faire un long chemin avec le club et Claude Ponto et toutes les personnes qui encadrent le club. My rugby background Albi for 4 years. Il a fait 4 ans à Albi. Avant ça, il était en Angleterre avec un club là-bas. Et avant l'Angleterre, il était en Afrique du Sud avec les Sharks. Et il a aussi joué avec l'équipe nationale de Samoa. Il a l'impression d'être un des vieux, donc il est là pour guider les jeunes et pour partager son expérience avec les jeunes. Il y a eu du contact avec Olivier et avec un autre copain qui joue à Paris. Et on l'a appelé et personne d'autre l'a appelé, donc avec tout ça, il a décidé de venir ici chez nous. Ce gars, je suis très surpris vu sa valeur qu'ici à Nîmes parce que nous n'avons pas les moyens de notre club. Le projet l'a intéressé et il a donné son accord, donc c'est tout à fait honorable de sa part et j'en suis ravi. Les mots du président Claude Ponto à l'issue de cette signature d'Olivier Diomandé et de Daniel Farani. Une réaction, Fabien Hinderschit. On le sait, c'est un petit peu la période de préparation de la saison prochaine. Un mot justement sur le club, le RCNG, et puis les relations qu'entretiennent l'équipe première et la réserve. C'est une bonne chose de faire signer des noms comme Diomandé et Farani, et pour encadrer des jeunes, puisqu'on est une équipe assez jeune, et donner la chance à des jeunes de jouer avec eux et de progresser avec eux. C'est une grosse opportunité pour le club, pour y évoluer, mais maintenant il faut s'appuyer aussi sur les jeunes du club qui ont fait d'une très bonne saison, que ce soit en Réchelle ou avec moi. Voilà.
Quelle est la moyenne d'âge justement au niveau du Alors, groupe de jeunes? Moi, j'avais l'année dernière une moyenne d'âge de 23 ans. Cette année, elle a été montée un peu par les anciens qui m'ont rejoint. Mais moi, ma moyenne d'âge est de 24 ans à peu près. On aura en tout cas l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors que la chaleur et les vacances d'été pointent le bout de leur nez, c'est la rentrée qui a sonné ce lundi matin dans une large majorité de clubs de sport collectifs au niveau local. Ce matin, le stade des Costières était justement en effervescence avec la reprise pour les joueurs du Nîmes Olympique. L'occasion pour le président Jean-Louis Gazot et l'entraîneur Jean-Michel Cavalli de présenter officiellement aux élus et à la presse les nouvelles recrues des Crocos. Une rencontre qui a permis d'évoquer les objectifs du club à l'approche de cette 3e saison en Ligue 2. Au micro de Pierre-Paul Castelli, Jean-Michel Cavalli a manifesté son intérêt pour le championnat qui va s'ouvrir avec une équipe qu'il a totalement construite à partir de son recrutement 1 an et demi après son arrivée au Nîmes Olympique. Au moment où les écoliers s'apprêtent à faire leurs valises pour les grandes vacances, les footballeurs, eux, récupèrent leur pactage pour reprendre le chemin des stades. Ça va, il est complet le sac? Ça va, hein. C'est matos. Le matos. On peut attaquer là. Si le début du championnat de Ligue 2 ce sera bien le 6 août prochain, avec pour le Nîmes Olympique un déplacement à Ajaccio, ce 28 juin finit les congés, place à la reprise. L'effectif a été réduit, une volonté du coach Jean-Michel Cavalli. Dans mon métier, j'ai toujours fonctionné à 25-26 joueurs. C'est vrai qu'on était un petit peu au-delà de ce qu'il fallait. Et il a fallu gérer tout ça, et puis bon, on s'en est pas trop mal sorti. Maintenant, on va repartir, ce que je disais depuis toujours, la véritable équipe que j'aurais voulu à mes yeux, je ne pouvais l'avoir que cette année, parce que justement, il fallait arriver à un terme d'un cycle. Le cycle de l'an dernier est terminé, maintenant on va arriver véritablement au terme de cette nouvelle équipe, au départ de cette nouvelle équipe, et je pense que maintenant, on aura 2 ans pour monter en première division. C'est un championnat qui sera encore plus difficile, parce qu'il y a des équipes qui sont restées sur le quai de la gare, parce que les promus de cette année n'étaient pas prévus, avec Brest et Arles. Donc il y a Le Mans, Boulogne qui est venu se rajouter avec Grenoble. Avec les autres, ça va être un championnat en tous les cas très intéressant et un plateau très intéressant qu'on pourra offrir aux Costières. De son côté, Jean-Louis Gazot, le président, insiste sur les structures du club. On s'occupe déjà de construire ce club parce que je pense qu'on va le doter de bonnes structures. On le professionnalise en interne, comme je vous l'ai dit. Ça une vingtaine de joueurs sur le terrain, c'est de construire, de prendre son temps. Je prends son temps. Si on veut durer, je crois qu'il faut construire sur de bonnes fondations. Ces fondations, on les a. On va travailler maintenant sur la formation. Et si la montée est là, pourquoi pas? Nîmes est une ville de football. Cette équipe est chère au cœur des Nîmois. Donc si on pouvait remonter à un D1, ça serait, je crois, formidable. C'est le souhait de nombreux élus et puis de nombreux Nîmois. Un souhait partagé en effet par de nombreux supporters, des joueurs d'expérience de Ligue 2, un débutant au niveau professionnel, Paul-Noël Ettori, sur lequel Jean-Michel Cavalli compte certainement pour l'avenir du club. Le coach corse a rappelé ses choix en termes d'effectifs et de gestion du groupe ce matin. Il a également présenté les autres recrues, le gardien Ludovic Butel, qui était remplaçant à Lille et qui a été prêté avec une option d'achat. Paul-Noël Ettori, donc un jeune gardien âgé de 19 ans, fils de Jean-Luc Ettori, et David Gigliotti, un attaquant de 25 ans, natif de Martigues et en provenance du Havre, qui s'est engagé pour 2 ans avec les Crocos. Une dernière recrue qui n'a pas encore été présentée officiellement, il s'agit de l'international togolais Komlan Ameou, qui arrivera au club au cours de la première quinzaine du mois de juillet. Des joueurs pour lesquels Jean-Michel Cavalli justifie ses choix au micro de Pierre-Paul Castelli. Je suis très content d'avoir réalisé les 3 joueurs que je voulais vraiment. Ça n'a pas été facile, il a fallu que je me batte. Moi je parle bien entendu toujours sur le sportif. Et ensuite il a fallu se battre aussi sur le plan administratif et financier. Donc on a une bonne équipe, on travaille bien. Les joueurs qui n'étaient pas faciles à avoir sur le marché, on a réussi à les décrocher. Hein, parce que bon, garçon comme Butel aujourd'hui, c'est quand même la qualité supérieure de ce que l'on avait. Hein, les statistiques en parlent dans tous les cas. Et puis Gigliotti est un garçon qu'on ne présente plus. Hein,
Et j'espère qu'il sera aussi bon que le match qu'il nous a fait ici au Costières avec le Havre, souvenez-vous-en. Et puis bon, comme l'Anaméou, qui est un bon complément, parce que depuis que Stéphane Auvray était parti, on avait du mal à avoir ce relayeur. Vous avez vu que j'ai jonglé à travers Miodrag, Stozy qui n'était pas véritablement son poste, et il nous a un petit peu manqué ce poste. On a réussi à l'avoir. Je voulais en plus un gaucher. C'est pas facile les gauchers sur le marché. Voilà. Aujourd'hui, on a réussi 75% de notre recrutement. Il nous manque le dernier. Mais le dernier, je vais prendre le temps parce que bon, il y aura du monde sur le marché. Je vous ai dit que j'allais réfléchir à la question. Vous me connaissez très bien. Quand je parle, je réfléchis à ce que je dis avant de lancer n'importe quoi. Donc, cette équipe déjà a un bon profil. Donc, je vais voir un petit peu comment elle évolue. Et en fonction de comment elle évolue, je verrai s'il y a un manque ou si vraiment l'idée que j'avais, c'est celle-là la bonne. Voilà. Il faut savoir être patient en football. Il faut savoir être réfléchi. Il faut savoir prendre du recul sur les événements. Et les joueurs du Nîmes Olympique qui se sont entraînés ce soir au Costières sous la direction de Jean-Michel Cavalli s'envoleront comme l'an passé en Corse pour un stage qui se déroulera du mercredi 30 juin jusqu'au 9 juillet du côté de Propriano. La première rencontre amicale aura lieu à Béziers le 14 juillet, puis contre Bagnoles le 17, à Cannes le 21 et la réception de Toulouse le samedi 24 juillet au Costières. Dernier match amical pour les Crocos le 28 juillet face à Martigues, avant la reprise officielle le 31 juillet en Coupe de la Ligue, puis la première journée de championnat prévue le 6 août prochain avec un déplacement à Ajaccio. Du côté d'Arles, c'est également l'heure de la reprise avec la confirmation de 2 départs du côté de l'ACA, ceux de Romain Reynaud et de Marvin Essor, 2 joueurs qui ont participé à la montée en Ligue 1 et qui se sont engagés respectivement en faveur de la Berrichonne de Châteauroux et de Clermont Foot. Sans transition, la vie de la cité nîmoise s'invite au chapitre culturel avec cette exposition proposée à la galerie Jules Salle des étudiants en architecture concernant la porte nord de Nîmes sous l'appellation Nouveau quartier pour une ville durable. Exposition proposée jusqu'à demain mardi et qui permet de se faire une meilleure idée du profil que pourrait prendre le quartier de la porte nord. La réflexion est en tout cas lancée, c'est ce qu'ont constaté sur place Maëva Belin et Anaïs Boleg. Afin d'anticiper la croissance démographique de la ville de Nîmes, une réflexion a été mise en place autour d'un nouveau quartier, le site de la Porte Nord. Pour appréhender ce nouvel aménagement qui devrait voir le jour dans 25 ans, une agence d'architecture a été mandatée par la ville pour imaginer le projet. Celle-ci a permis à des étudiants en architecture de travailler sur cet aménagement. Au départ, le projet, c'est un projet d'extension de la ville de Nîmes, pour lequel une agence d'architecture a été engagée pour faire une étude. Comme les dirigeants de cette agence sont aussi des professeurs dans une école qui s'appelle l'INSA de Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs d'architectes, ils ont proposé aux étudiants en dernière année de venir faire un atelier de projet expérimental et donner des propositions assez théoriques, un petit peu utopiques d'ailleurs, sur ce que pourrait être le quartier de demain, l'extension de la ville. Il y a beaucoup de projets qui mêlent les réseaux courts d'échanges entre les agriculteurs et puis les futurs urbains. Le nouveau quartier se veut un endroit qui fonctionne sur le principe écologique, avec des transports en commun permettant des circulations optimisées. De nombreux acteurs ont participé à ce projet. On impliquait les directeurs, des élus, les responsables de services, donc les gens venaient à l'atelier, il y a eu vraiment un effet comme ça d'énergie et du coup ils ont pris un peu en pleine face la force de proposition et puis la masse de travail qui a été produit en si peu de temps. Et les étudiants ont produit un livre, une publication que Nîmes Métropole et son président, M. Fournier, a bien voulu publier et valoriser. Les résultats des travaux des étudiants ont été édités sous forme de panneaux comprenant plans et maquettes et sont exposés à la galerie Jules Salle de Nîmes jusqu'au 29 juin. Et toujours dans l'actualité nîmoise, les parents d'élèves de l'école Edgar Taillade du côté de Vacquerolles continuent leur mobilisation suite à une réunion avec l'inspecteur d'Académie du Gard qui, selon leurs propres termes, n'a strictement servi à rien. Les parents d'élèves qui se réunissent à nouveau ce soir afin de programmer des actions avant la commission qui doit se dérouler demain, mardi 29 juin, pour envisager peut-être la possibilité de
d'une occupation de l'école, de dormir sur place et d'occuper les lieux avec plusieurs actions donc, qui sont suivies par les parents d'élèves de l'école Edgar Taillade. On y reviendra dans notre édition de demain soir. La saison estivale qui s'ouvre est synonyme, vous le savez, de festivals de musique en tout genre. Nîmes ne déroge pas à la règle avec les Nuits des Jardins qui s'annoncent comme l'un des rendez-vous importants de ce début d'été dans la capitale gardoise. Hier soir, c'est un public nombreux qui a vibré au son de la guitare de Marcus Miller, accompagné d'une formation musicale qui a ravi le plus grand nombre et également rendu hommage à un grand nom du jazz, j'ai nommé Miles Davis. Le blues de Marcus Miller, musicien natif de Brooklyn, a incontestablement fait l'unanimité. Retour sur cette soirée avec Nicolas Pinchino. Après Alain Souchon, c'était au tour de Marcus Miller d'investir les Jardins de la Fontaine ce dimanche 27 juin. Marcus Miller était déjà passé dans la région en 2008 à Vauvert. Et c'est dans ce lieu séculaire des Jardins de la Fontaine que l'artiste de Brooklyn dédicaçait son concert à Miles Davis, grâce à qui il a d'ailleurs débuté sa carrière. Deux heures de show, 3 rappels, des morceaux inédits, des reprises de Miles Davis et d'autres morceaux de Marcus Miller. C'était vraiment un très très beau show ce soir à Nîmes. Un vrai concept de nuit des jardins et un retour au jardin de la Fontaine avec ce front de scène que constitue l'escalier et le mur des chiffres des jardins de la Fontaine. C'est vraiment exceptionnel. Le public a fini le concert debout pour remercier Marcus Miller et ses musiciens, tant la charge émotionnelle était forte et la qualité au rendez-vous. Avec des musiciens très très jeunes, un saxophoniste et un trompettiste qui n'ont même pas 23 ans. C'était vraiment une très grande soirée ce soir. Marcus Miller, en pleine tournée, n'est resté que quelques heures à Nîmes. Ce soir lundi, c'est à guichet fermé qu'il joue à l'Olympia. Mais il est fort à parier que Marcus Miller repassera par Nîmes. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable, merci beaucoup. Merci pour ton courage, pour ton esprit, pour tes valeurs. Merci beaucoup. Je t'adore, merci. À la prochaine. Bye bye. Et ce soir, c'est Christophe Willem qui va investir le site des Jardins de la Fontaine à partir de 20h30. Un mot de course camarguaise ce lundi soir avec un après-midi des plus importants. Hier à Sommières avec un grand cru des taureaux de la manade Ricard qui était programmé dans le cadre d'une royale qui a tenu toutes ses promesses. Résumé de cette course avec Patrick Mallet sur des images de Mathieu Arnaud. Des planches cassées, des frissons et des spectateurs qui se sont fait peur, c'est le triomphe des arènes sommiéroises pour cette course du Trophée des As avec la manade Ricard. Alors que les deux précédentes sorties des pensionnaires du domaine de Méjeanne dans les arènes du Gros-du-Roi et de Château-Renard furent mi-figue, mi-raisin, la prestation d'hier fut empreinte d'émotion de bout en bout. Et, ce qui est rare mais possible avec cette royale et ses taureaux, la première partie fut encore plus explosive que la deuxième. D'entrée, Victor s'envolera derrière Michael Matré, qui, de retour de blessure avec 3 côtes fêlées, n'a pas beaucoup de chance depuis sa reprise. Dans ce quart d'heure de Victor, c'est, comme souvent, Villard et Four qui furent les plus en vue. Avec Janero, qui sortait second, le mystère planait toujours. Capable d'envoler surnaturel après les gauchers, ces derniers allaient-ils le raseter et peut-être lui permettre de récidiver comme au Gros-du-Roi l'année dernière. Mais Barek fut le premier à se jeter dans un rasé et une envolée de folie avec lui. Le mystère n'a pas plané longtemps et Janero s'est envolé dans les gradins en blessant sans trop de gravité une spectatrice qui a reçu ses 450 kilos et Sidi Mebarek sur elle. Malgré cette action, Bastien Four n'a pas voulu être en reste et à nouveau, Janero s'est envolé jusqu'au premier rang. Heureusement, à chaque fois, sans gravité, ni pour les raseteurs, ni pour les personnes assises juste à côté. Cette première partie du tonnerre se termina tambour battant avec Eros. Le plus classique de la journée, il n'en demeure pas moins un puncheur exceptionnel. Après Villard, Rey ou Jourdan, dans de magnifiques poursuites, il réalisa de très grosses actions aux planches très puissantes.
Les taureaux suivants, en deuxième partie, Lillet, Omega, Kalua et Dubonnet, ont eux aussi fait honneur à leur race sauteuse en cet après-midi. Il serait bien trop long de passer en revue toutes les actions de ces bio de la manade Ricard que vous retrouverez mardi soir dans Noir et Blanc. Était-ce la chaleur qui aura donné autant d'envie au Ricard? On ne le sait pas. Mais hier soir, après cette très belle après-midi taurine, les spectateurs sommiérois sont restés longtemps pour partager ces moments et étancher leur soif de plaisir d'avoir vu d'aussi bons Ricards, bien sûr. Avec le petit clin d'œil de Patrick Mallet, bien évidemment, qui reviendra demain soir dans Noir et Blanc à partir de 18h30 sur cette course camarguaise de Sommières. Également des focus sur la course du Gland d'Or du côté de Montfrein. Les courses à Villeneuve, les Maguelones, la Grande Motte et Aigues-Vives, dont il sera bientôt question dans notre journal des fêtes votives. Premier épisode prévu lundi prochain. Et puis du côté de la tauromachie espagnole, il y avait aussi pas mal de courses ce week-end. On y reviendra en images dans nos prochaines éditions. Sachez que samedi à Tarascon, les novillos du Berrionnais se sont avérés excellents, qu'ils ont permis le triomphe du novillero espagnol Alberto Lopez Simon avec 3 oreilles. Un trophée revenant entre les mains de Mathieu Guillon et de Mario Alcalde. Et puis, dans le pays de Savès, non loin de Toulouse, à Riom, grand succès pour les éleveurs français. Hier après-midi, ce sont les novillos de Luc et Marc Jalabert qui ont favorisé le triomphe de Mathieu Guillon avec 2 oreilles, un trophée revenant à Thomas Joubert. Et puis à matinée, c'est un nom bien connu du côté du RCNG, les novillos de Pierre-Marie Ménadier ont favorisé le triomphe des novilleros espagnols, 3 oreilles coupées et surtout 2 tours de piste posthumes pour les 3e et 4e exemplaires. Les éleveurs français qui sont véritablement à l'honneur en cette temporada française 2010. On va revenir avec nos invités, Fabien Henderschit et Mathieu Grimal. Messieurs, pour revenir sur cette victoire hier après-midi du côté du stade de l'Hippodrome à Montélimar. Peut-être, Mathieu, présenter vos collègues qui nous entourent mais qui n'ont pas de micro. Ils n'ont pas de micro. On va commencer par le plus jeune, donc Baptiste, qui a fait qui était déjà venu avec nous l'an dernier pour les phases finales, qui nous avait fait aider à la fin du championnat, qui était encore junior cette saison, donc qui a fait sa saison en junior avec ses copains et qui nous a rejoint pour un bon petit plaisir quand même en cette fin de saison. Suite à la blessure de Guillaume Martin. De Guillaume Martin qui est pas là ce soir mais qui joue avec nous parce qu'il est plus. Après Antoine aussi, ça fait quelques temps qu'il joue avec nous, tout ça. Il n'a pas pu malheureusement faire les fins. Il a fait un match de phase finale le premier, il s'est blessé au genou donc il n'a pas pu le finir. Bon, il est champion au même titre que les autres puisque c'était un groupe. Et puis Johan, mon ami depuis 10 ans que je joue avec lui, donc ça aussi c'était un petit truc qu'on s'était promis et qu'on a fait, donc on est content de l'avoir fait. On va montrer à nos téléspectateurs le bouclier. Est-ce qu'il a une appellation particulière? Non. C'est un bouclier champion de France. Le bouclier de... C'est pas le Brennus. C'est pas le Brennus, c'est le plus connu, hein, qui récompense chaque année l'élite du rugby au niveau national. Fabien Henderschit, quel a été, on va dire, le secret de la domination de votre équipe en première mi-temps? Eh bien, suite à des renseignements pris auprès des entraîneurs de Grasse, de Suresnes et de Rodez qui ont été éliminés par bon repère, je savais qu'ils étaient assez costauds devant, qu'ils axaient leur jeu que sur ça. Ils étaient très forts en conquête, en touche. Donc on a travaillé toute la semaine là-dessus et en mettant une grosse pression d'entrée de match, ce qui s'est passé. On les a contrés en touche et là ça les a un peu perturbés. Et après on a pu développer notre jeu qui est la base depuis 2 ans que j'entraîne, c'est la vivacité, l'initiative des joueurs et puis beaucoup de volume de jeu. Voilà. Et ça passait, on a mis 40 minutes pour mettre 20 points. Enfin, on a mis un quart d'heure pour les perturber, 20 minutes pour marquer. On aurait pu marquer 2 essais de plus, notamment par Mathieu et un autre. Et on arrive à 20-3 à mi-temps et je pense qu'on avait fait le plus dur. Ce qui s'est passé aussi en demi-finale contre Salles, en ayant pris des renseignements sur Salles, on savait comment les prendre. Et donc quand on a un groupe qui vit bien, qui suit les indications, c'est plus facile, quoi. Lorsque justement on arrive à la mi-temps avec un score de 20-3 en sa faveur, comment on fait pour que les joueurs gardent tout leur calme, gardent leur esprit, ne se laissent pas griser par une victoire qui semble, on va dire, bien engagée? Rien n'est fait. Hein. On a une grosse défense collective, on monte très vite en défense, on les perturbe. Et après, bon, j'ai fait des changements. À mi-temps, j'ai fait 4 changements
pour que les mecs qui rentrent donnent l'influx et l'envie qu'ils avaient aux autres, quoi. Pour que ça descende en pression. C'est sûr qu'on a géré, mais on a bien géré, puisque à aucun moment, Beaurepaire était dangereux, sauf quand on joue à 14 et qu'il marque l'essai en fin de match. Mais bon, c'était plié. Donc, on a pris le match par le bambou et après, on n'a plus pu faire participer tout le monde. Par contre, on n'avait que 22 joueurs. J'aurais voulu en faire jouer 30, mais j'en avais que 22. Et 22, on fait du bon boulot, quoi. Mathieu Grimal, au niveau du terrain, est-ce que le vent a été un facteur défavorable pour la construction du jeu? Le vent? Oui. Hier, il n'y en avait pas. La semaine dernière, il y en avait beaucoup, mais hier, il n'y en avait pas. Il faisait très chaud, donc c'était plus la chaleur qui aurait éventuellement pu nous gêner. Après, pendant toute la saison, on a fait beaucoup de physique avec Michael, le préparateur physique. Et donc, on était bien préparés. Disons qu'on a énormément d'automatisme entre nous, donc on se connaît, on sait comment se gérer, comment on doit jouer, quand il faut accélérer, quand il faut gérer. Donc, sur ça, physiquement, sur les 5 matchs de phase finale, à part peut-être le premier, je ne vois pas une équipe qui nous ait fait subir dans les impacts, qui nous a imposé son jeu, tout ça. On n'a jamais trop douté. On sent aussi, en dehors des individualités et des joueurs qui ont permis de transformer des pénalités, de marquer des essais, que c'est un véritable esprit de groupe qui a porté l'équipe B à la victoire finale. Cet esprit de groupe, il se voit parce que si vous aviez les feuilles de match des 5 matchs de phase finale, je crois qu'il n'y a pas une feuille de match qui est identique. Et en championnat, c'était pareil. Donc ça veut dire que Fabien et Pierre sont arrivés à intéresser plus de veines de type. Et c'est ce qui est, je pense, nécessaire pour justement ramener ce genre de trophée. Après, moi j'ai eu la chance de jouer les 5 en tant que titulaire. Je sais que d'autres n'en ont pas eu. Donc c'était un devoir de respect, d'amitié envers eux, de leur faire honneur sur le terrain. Mais après, quand on a la chance d'être sur le terrain, ben justement, il faut tout donner, quoi, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Alors, lorsqu'on voit cette diversité, Fabien Hinderschit, à vos yeux, quel a été le match le plus accompli, le plus réussi cette saison? Sur la saison, le match référence a été le match de Grasse, au mois de décembre, où on a pris conscience qu'on pouvait aller très loin, puisque Grasse avait recruté beaucoup de monde et prétendait à être champion de France dans les 2 catégories. Et donc on les a battus 26 à 19, un truc comme ça. Et avec un gros volume de jeu. Et donc là, on s'est dit, on peut aller loin. Après, les matchs références, il y en a eu souvent, puisqu'on marque 36 points de moyenne par match depuis le début de saison. On n'a perdu que 3 matchs sur 27. Et il y a une différence de points par match de 26, je crois. Donc c'est pas anodin, quoi. On va pas au bout comme ça par hasard. Après, les 2 derniers matchs, pour moi, les 2 premières mi-temps des 2 derniers matchs, c'est des mi-temps de haut niveau, quoi. C'est pas du niveau du Fédéral 2B. Je pense que c'est peut-être Fédéral 2 sur, peut-être Fédéral 1B, Fédéral 1, je veux dire. Très rapidement, un mot sur la préparation de la saison prochaine. Comment vous allez préparer celle-ci? Cette saison est finie très tard, donc on aura très peu de temps à préparer. Je n'ai pas vu encore le président, je ne sais pas si je suis encore entraîneur. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de reconstruire un groupe. Je sais que mes joueurs finalistes sont beaucoup demandés par d'autres clubs. Et bon, il faut faire l'effort, je pense, de les garder. Pour la première, surtout. Moi aussi. Et puis refaire un groupe et continuer et se mettre au service du club. Je suis au service du club, comme j'ai dit au président. Et avant tout, c'est de forger les garçons à faire monter ce club où il était, quoi, où je l'ai laissé. Dans tous les cas, encore une fois, félicitations pour ce remarquable parcours qui couronne cette fin de saison 2009-2010. Avant de se quitter, le rendez-vous avec notre rubrique du portrait d'entreprise qui s'est intéressée ce soir à une société implantée à Nîmes spécialisée dans la fabrication de mobilier en inox. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. La société existe depuis 1994
Elle était implantée préalablement à Saint-Martin-de-Valgalgues et nous l'avons rachetée avec mon associé en 2005. Nous avons petit à petit industrialisé cette entreprise, notamment en faisant l'acquisition de découpes laser, de plieuses numériques et beaucoup d'informatique, informatique de dessin et informatique de gestion, ce qui nous permet aujourd'hui d'être devenus industriels, un des seuls industriels français dans ce domaine, puisque la plupart de nos confrères sont de gros artisans comme nous étions en 2005. Alors nous sommes fabricants de mobilier neutre en inox à destination des professionnels de la restauration, c'est-à-dire ça peut être des collectivités, mais également des laboratoires de boucherie, de boulangerie, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des selfs, ça peut être tout ce qui concerne la restauration collective. Mais nous revendons par le biais de réseaux de distributeurs puisque nous sommes industriels purs et nous n'installons pas directement les restaurants. Dans le processus d'industrialisation, il y avait les acquisitions de machines, l'informatisation, mais également la construction d'un bâtiment qui soit mieux adapté à notre développement, puisque nous faisons entre 10 et 15% de croissance par an. Et surtout que nous souhaitions être plus proches de l'autoroute, puisque nous avons en gros la moitié de notre clientèle qui est livrée directement par nos soins. Dans notre domaine, contrairement aux gens qui fabriquent des fourneaux, des machines à laver, il y a beaucoup de sur-mesure puisque en fait, le mobilier arrive en dernier dans la construction d'une cuisine et on occupe l'espace. Ce qui a fait la spécificité de notre société, c'est que nous avons mis en place des outils de dessin assisté par ordinateur de dernière génération qui nous permettent de construire nos produits en 3 dimensions. Et à partir de ces produits, nous les expédions à nos clients par le biais d'Internet. Ils peuvent visualiser le produit tel qu'il sera de façon définitive. Et à partir du moment où le client nous a validé le produit, tout le processus de fabrication est automatique. Alors aujourd'hui, nous avons 3 activités principales. Donc on a parlé du bureau d'études, il y a 5 personnes au bureau d'études. Nous avons des attachés commerciaux qui répondent aux demandes des clients, service comptabilité évidemment, la direction de l'entreprise et nous avons du personnel de l'usine, donc avec plusieurs catégories, les gens qui font de la tôlerie, donc qui font du pliage, les soudeurs qui, une fois les produits pliés, les assemblent et font la finition. Et ensuite, nous avons des gens qui font du montage et de l'expédition. Notre stratégie de développement est de déjà prendre une plus importante part de marché sur la France. Notre objectif est de réaliser environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes aujourd'hui à 3 millions. Mais lorsque nous aurons totalement finalisé le déploiement, c'est-à-dire probablement d'ici la fin 2010, nous allons pouvoir, à partir de 2011, donner un coup d'accélérateur sur les ventes et peut-être ajouter des produits à notre gamme, mais ça c'est certainement un peu plus tard pour 2012. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous ont présenté ce programme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous ce soir avec le best-of de Miroir des Sports et puis la rediffusion de ce journal pour rencontrer bien les champions de France, la réserve, l'équipe B du RCNG, championne de France de Fédéral 2B avec le magnifique bouclier que nous vous avons présenté ce soir. Merci à nos invités, merci de votre fidélité à Télémiroir. Bonne soirée, à demain, au revoir.